Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn, à Pau, en France. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. C'est mes derniers jours à Pau avant mon retour au Canada lundi le 7 avril. Et il Oh, paraît qu'il va faire beau là, à Pau pour quelques jours parce que franchement, là, depuis que je suis là, ça n'a pas été magnifique, mais c'était certainement moins pire que d'être dans les 75 centimètres de neige à Montréal. évidemment. Ben, si t'es chanceux quand tu vas te poser le 7 avril, peut-être que la tempête de neige, d'un mois, ils auront fini finalement de, de ramasser la neige. Oui, Bon, écoute, aujourd'hui, tu veux discuter avec nous de deux sujets. L'accord sur la mer Noire, aussi le deuxième sujet, le sommet de Paris. Zelensky était de retour à Paris avec Emmanuel Macron, tu veux nous en parler. Puis moi, vous allez voir, les auditeurs, ça va bien s'enfiler avec le deuxième sujet de Jocelyn. Moi, je veux discuter des grands problèmes de recrutement dans les forces armées occidentales et de la relation que les Occidentaux entretiennent avec la guerre depuis la fin de la guerre froide. Donc, je te laisse commencer avec l'accord sur la mer Noire. très bien. Alors, il est sorti donc mardi ou mercredi dernier un accord de cessez-le-feu sur la mer Noire. Un accord un peu étrange parce que finalement, il n'y a pas de combat sur la mer Noire depuis déjà peut-être un an ou deux, tout simplement parce que les forces ukrainiennes ont réussi à neutraliser la flotte russe qui a décidé évidemment de retourner à ses ports d'attache en Russie, essentiellement dans la mer d'Azov et puis à Sébastopol. Mais c'est un accord supplémentaire dont essentiellement les contours sont chacune des parties promet évidemment de ne pas s'attaquer, promet aussi une navigation fluide dans la mer du Nord et Dans la mer Noire. surtout dans la mer du Nord, pardon, et surtout de ne pas attaquer les navires civils qui transportent une bonne partie des céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Toutefois, dans cet accord, qui n'est pas encore finalisé, mais qui est respecté par la force des choses, les Russes demandent quelques concessions, c'est-à-dire qu'on lève les sanctions sur le système SWIFT, c'est-à-dire le système des paiements internationaux, Ouais. qui permettrait aux industries et aux banques agricoles russes de pouvoir transiger avec leurs clients à l'étranger. Il y a aussi la question des assurances pour les navires russes. Les compagnies d'assurance ne veulent plus ou presque plus assurer les navires russes. Or, évidemment, vous ne pouvez pas exporter vos produits agricoles sans avoir des assurances pour les navires. Il faut ici rappeler que les produits agricoles ne sont pas sujets aux sanctions européennes ou américaines. Mais en même temps, si vous vous arrangez pour que les compagnies d'assurance n'assurent pas les navires, Puis que les ou distributeurs russes ne soient pas payés parce qu'ils sont exclus du système du SWIFT. système SWIFT, ben, c'est un empêchement. Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, les Russes s'étaient retirés d'un accord, déjà un premier accord entre l'Ukraine et la Russie sur la navigation des navires civils. Alors, cet accord, quand même, il s'ajoute à celui sur les infrastructures énergétiques. Vous vous souviendrez qu'il y a une dizaine de jours, il y a un premier accord qui a été conclu là-dessus. Et là, on se disputait à savoir, c'est-tu uniquement les infrastructures énergétiques ou c'est toutes les infrastructures? Et Zelensky et les Occidentaux disaient c'est toutes les infrastructures. Les Russes disaient non, c'est les infrastructures énergétiques. Or, le communiqué qui est sorti cette semaine pour annoncer l'accord sur la mer Noire spécifiait bien qu'il s'ajoutait à un accord interdisant de frapper les infrastructures énergétiques, donnant ainsi raison à l'interprétation russe. Donc, ces deux accords s'additionnent. Évidemment, ça n'empêche pas les deux pays de se frapper, puisqu'ils continuent les bombardements, mais on
on espère qu'on s'achemine peut-être vers un accord général de cessez-le-feu. On n'y est pas encore, mais au moins, il y a Il y a des ces discussions. deux accords. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que ça n'a pas vraiment d'impact parce que dans le cas de la mer Noire, les bateaux russes sont à quai à Voilà. Sébastopol. Ils opèrent plus vraiment en mer Noire. Donc, c'est plus une question qui vient un accord qui vient confirmer ce qui existait déjà de toute façon de facto depuis Voilà. 1 an et demi, 2 ans. Puis la question des frappes sur les infrastructures énergétiques, comme je disais, ben, c'est le début du printemps. Donc, question de Ouais. faire plier l'opinion publique ukrainienne, ça a un sens en plein hiver de frapper des centrales thermiques. Mais à partir du moment où c'est le début du printemps, ça a beaucoup moins d'importance. On va Ouais. voir par contre si la guerre se poursuit encore jusqu'à l'année prochaine, est-ce que cet accord-là va être maintenu à partir de novembre, décembre prochain? Parce que là, ça va redevenir dans l'intérêt stratégique des Russes de recommencer à frapper ces installations-là. Donc, Ouais. on verra. Qu'est-ce qui pourrait être, je sais pas, je lance ça comme ça, on n'en a pas discuté auparavant, mais qu'est-ce qui pourrait être peut-être le troisième élément qui pourrait faire l'objet d'un accord, donc quelque chose d'encore très symbolique, qui n'a pas réellement d'impact tant sur l'Ukraine que sur la Russie, mais En qui fait, nous mènerait graduellement peut-être là, vers un accord de cessez-le-feu plus général? si on écoute bien les négociateurs américains, il n'y avait que 3 étapes. La première étape était les infrastructures énergétiques. La deuxième étape, c'était éviter les combats dans la mer Noire. Et la troisième étape, cessez-le-feu général. Alors, Oui. est-ce qu'il y aura, face à ce qui se passe sur le terrain, un autre accord pour cette fois-ci éviter les infrastructures scolaires, médicales ou autres? C'est possible. On n'a pas d'informations là-dessus. On ne sait pas quand est-ce que les négociations vont reprendre entre, d'une part, les Américains et les Russes et d'autre part, les Américains et les Ukrainiens. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde digère ces accords et tout le monde était focalisé sur la rencontre de Paris de jeudi dernier, où on était supposé d'accoucher d'un plan de garantie de sécurité à travers le déploiement d'une force sur le terrain. Ouais. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose. Tu as mentionné l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Oui, Donc, tu sais, si vous habitez à l'étranger, vous travaillez à l'étranger, vous voulez faire un transfert bancaire dans votre compte ailleurs dans un autre pays ou à une autre personne, vous avez besoin de passer par des banques, des institutions financières qui font partie du ouais, système SWIFT. Si c'est pas le cas, l'argent pourra jamais se rendre à destination. Et ça a été, peut-être les Européens n'y avaient pas pensé à l'époque, mais lorsqu'ils ont exclu la Russie du système SWIFT, ce qu'il fallait savoir, c'est que la Russie avait la compagnie Aeroflot, la grande compagnie aérienne russe, c'était la flotte la plus jeune d'Europe. ah Donc, bon, leurs avions, là, essentiellement, c'était que des Airbus, presque exclusivement des Airbus. S'ils ont des Boeing, ils en ont pas beaucoup. C'était essentiellement des Airbus très neufs, à peu près vieux de 2, 3 ans. Puis on sait très bien que ces avions-là, ça peut durer pendant une quinzaine, une ah vingtaine oui, d'années assez facilement. Donc, ben, les Russes, la compagnie Aeroflot a dit au consortium Airbus, aux Européens, écoutez, on aimerait bien être en mesure de continuer à payer nos prêts parce qu'on vous doit de l'argent pour ces avions-là. C'est des locations mensuelles ou c'est des achats, c'est comme une hypothèque. On aimerait bien continuer à vous faire les paiements maintenant que les avions sont chez nous puis qu'on les opère depuis déjà une couple d'années, ouais, avions qu'on adore par ailleurs. Mais comme vous nous avez exclus du système SWIFT, ben, malheureusement, on est obligé, c'est à cause de vous, on est obligé de suspendre nos paiements. Donc ça, des gens ont dit que c'est le plus grand vol de grand chemin à l'échelle commerciale de l'histoire, parce qu'au total, la flotte d'Airbus que les Russes, la compagnie Aeroflot a maintenant en sa possession et continue à opérer, ça avait une valeur d'à peu près 10 milliards d'euros, là. OK. Donc, c'est Donc, les Européens se sont piégés, là. et en tout cas, la compagnie Airbus, le consortium Airbus, là, c'est sûr que depuis 3 ans, ils n'ont pas touché le moindre rouble de la OK. part d'Aeroflot parce que ben, c'est impossible. Et puis Ouais, les Russes avec les Chinois, ils essaient lentement mais sûrement de mettre en place un système qui va être ouais, l'équivalent du système SWIFT, mais ça n'a pas nécessairement levé.
Oui. Donc, c'est ça, dans le Ça, cas de la Russie. ça se discute habituellement chez les BRICS, où Oui, ils essaient de mettre sur pied un système comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en manipulant le système SWIFT, par les Occidentaux en manipulant le système, ils envoient le message à toute la communauté internationale que s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils leur coupent comme le ça. système. Ouais, Et c'est la même chose pour les avoirs russes dans certaines banques européennes. Ils exactement. sont gelés. Alors, les Saoudiens ou d'autres beaux régimes Avec Versailles, hein. démocratiques vont se dire un instant, si on ne peut plus respecter la parole donnée et les accords signés, ben nous, on va aller déposer notre argent ailleurs. C'est ça. Donc, Ou on va accumuler de l'or, ou on va recommencer ouais, à accumuler de l'or. Puis, ben, c'est ça, ça a été le cas avec l'Iran. Les sanctions contre ouais, l'Iran, ça a été l'exclusion du système SWIFT, le gel des avoirs à l'étranger. Ça a été le cas aussi en Afghanistan lorsque les talibans sont revenus au pouvoir. Je pense qu'il y avait l'équivalent de 15 milliards de dollars aux États-Unis. Les c'est avoirs ont été possible. gelés Ouais, afin de ne pas soutenir indirectement le régime des ouais. talibans. Donc, c'est ça, les autres pays voient ce qui est en train de se passer. Puis l'arme des sanctions, ça va bien lorsque l'ensemble de la planète les applique. Ah ben Puis quand oui, vous commencez à avoir des dissidents ici et là, puis des ouais, dissidents non les moindres, comme la Chine, par exemple, ah ben là, ces pays-là commencent à se dire, ouais, ben peut-être qu'on ne fait pas nécessairement davantage confiance aux Chinois, ouais, mais une chose est sûre, ils nous ont jamais fait le coup dans le passé, ils n'ont jamais ouais. fait le coup à personne. Donc là, on a une opportunité de peut-être s'intégrer dans un système différent, puis ce faisant, être moins vulnérable des décisions prises par l'Occident. Fait que ça, c'est la question du système SWIFT. Tu sais, peut-être que ça a été mal pensé. Tu sais, on peut facilement se replacer à l'époque, il y a 3 ans, l'invasion de l'Ukraine, et les Européens devaient faire quelque chose. Ah ben c'est Et sûr, puis, oui, oui. ça a toujours été Ils l'arme ont des réagi. sanctions. Ça a toujours été dans l'esprit occidental l'arme par excellence parce que ben, ça nous fait pas mal ça nous fait pas mal à nous, en tout cas jusqu'à présent, ça nous avait jamais fait mal. Et puis, ça paraissait bien dans un communiqué de presse dire qu'on avait imposé une série de sanctions puis d'exclusions du système SWIFT, etc. Ça donnait l'impression qu'on faisait réellement quelque chose, puis ça nous coûtait rien en retour. Le problème, c'est que là, peut-être dans ce cas-ci, c'est en train de, en tout cas, Ça commence à avoir des répercussions. dans le cas d'Airbus, ça a eu un gros impact, mais l'image, la réputation de l'Occident Ouais. en prend pour son rhume, puis là, ben, c'est une arme à double tranchant qui est peut-être en train de se retourner contre l'Europe et les États-Unis. Alors, je te parle du sommet de Paris maintenant. Vas-y. Alors, pourquoi il y a eu ce sommet? D'abord, c'est le président Macron qui a convoqué les chefs d'État et de gouvernement des pays qui seraient susceptibles d'envoyer des troupes en Ukraine. Quelle serait la nature de ce déploiement? On ne le savait pas trop, mais 30 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Paris. Et ce qui est sorti de là, ben, c'est une petite souris, parce qu'on a fait un très grand battage publicitaire et médiatique sur ce sommet, où Zelensky était présent, en disant, cette fois-ci, l'Europe est sérieuse, elle va prendre en charge la sécurité ukrainienne, ou en tout cas, elle va peser sur sa sécurité. On va réunir le plus largement possible les alliés autour d'un programme spécifique. Et il faut se souvenir qu'il y a un mois ou deux, Zelensky avait dit, ce que j'ai besoin, c'est d'environ 200 000 soldats pour surveiller et dissuader, d'abord surveiller un cessez-le-feu et dissuader d'une attaque russe après la signature d'un accord de paix. Alors évidemment, tout le monde avait trouvé l'affaire un peu ridicule parce qu'on ne déplace pas 200 000 soldats comme ça sur un théâtre d'opération avec tout le matériel voulu en quelques jours. On a juste à se souvenir des 700 000 soldats déployés face à l'Irak en 1990-91 pour se rendre compte que déjà ça avait pris 5-6 mois et c'était les États-Unis qui étaient derrière. Or là, en ce moment, on parle des 30 pays sans
les États-Unis. Donc, tout ce beau monde se rencontre à Paris. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aura une force de réassurance dont on ne connaît pas trop les mandats exacts, mais qui sera dispersée sur certaines positions particulièrement sensibles en Ukraine, mais qui aurait peut-être aussi des forces à l'extérieur de l'Ukraine et qui serait chargée, bien sûr, d'appuyer les forces ukrainiennes, mais en deuxième échelon, hein, et non pas sur la ligne de front. Donc, moi, j'ai regardé la conférence de presse, mais j'ai surtout aussi regardé les commentateurs qui encombrent évidemment les plateaux télé. Les plateaux télé et qui disaient tous que, mon Dieu, pour une fois, l'Europe enfin avait déterminé quelque chose et que c'était à marquer d'une pierre fondamentale dans l'histoire de la défense européenne. Et finalement, on se rend compte, comme dit le journal Le Monde aujourd'hui, que les Européens sont dans les limbes parce qu'ils ne savent pas trop où ils s'en vont, que sur les 30 pays qui étaient présents, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont prêts à participer réellement. Plusieurs ont dit non, très catégoriquement, donc la division au sein même de cette Europe. Et le président Zelensky qui a dit « Bon, je vous remercie pour votre effort, mais il y a beaucoup de questions et il n'y a pas beaucoup de réponses. » Ce qui en dit long sur cette énième rencontre, parce que là, depuis 2 mois, ça se rencontre à tous les 3 jours, et finalement, on est passé de 200 000 soldats à 20 ou 30 000 soldats, sachant pas trop exactement ce qu'ils vont faire et où ils vont être déployés. Donc, une autre réunion qui, à mon avis, rappelle encore l'impuissance de l'Europe à parler d'une seule voix parce que, entre guillemets, sur les questions de paix et de sécurité, l'Europe n'existe pas. Donc, voilà un peu le bilan de la semaine, si je peux dire, sur la question ukrainienne. Oui. Ben c'est ça, on voit beaucoup se fissurer l'union de l'Union européenne sur différentes questions. Puis moi, ce qui m'a un petit peu frappé au cours de la dernière semaine, ça a été la déclaration d'Orban, qui clairement là, se plaçait en situation de dissidence par rapport à aux autres partenaires européens. Puis moi, ce qui m'a fait tomber un peu en bas de ma chaise, ça a été la réaction du reste de l'Union européenne pour dire, ben écoutez, alors que pour des grandes questions comme cela, il faut l'unanimité de tous les pays membres, de tous les chefs d'État, de gouvernement des pays membres. Et puis, la réaction qui a été, ben écoutez, s'il faut qu'on ignore le vote de la Hongrie pour faire passer ce qu'on veut faire passer, ben ça arrivera. On va contourner. On va contourner. Alors que, écoutez, essentiellement, c'est un peu paradoxal parce que si l'Union européenne se présente comme étant, fait une de ses valeurs fondamentales, la démocratie, ben c'est facile après ça pour la Chine, la Russie, de voir une situation comme celle-là puis dire, ben écoutez, vous prônez d'un côté de la bouche vous prônez d'un côté de la bouche, vous prônez la démocratie, mais quand c'est le temps de l'exercer, ben vous faites exactement l'inverse. Écoutez, si vous avez des principes où les décisions doivent être prises à l'unanimité, ben elles doivent être prises à l'unanimité. Vous ne pouvez pas mettre de côté ce principe-là quand soudainement ça fait plus votre affaire. Là. Essayez de convaincre Orban d'une façon quelconque. Aussi la Slovaquie justement, si c'était juste Orban, on pourrait dire bon ben il y a une dérive illibérale en Hongrie, il viole l'état de droit et là, il s'acoquine avec Poutine. Mais ce n'est pas juste lui. Et c'est même chez certains qui sont pro-Ukraine, mais qui disent qu'il faut respecter un certain nombre de choses. Les Italiens ne sont pas très chauds à l'idée d'expulser la Hongrie. Les Slovaques, bien sûr. Les Croates ont averti hier qu'il n'était pas question qu'ils envoient un seul soldat sur le territoire ukrainien. Je pense que les Allemands ne sont pas très chauds. Alors, avant de boycotter l'Ukraine,
il va falloir qu'il y ait un front vraiment commun et uni Oui, des 26 autres pays pour isoler la Hongrie. oui. Oui. Donc, mais on n'est pas là. On est loin de là. On est Parce loin que de c'est là. aussi, c'est un cercle vicieux, parce que pour les autres pays, s'ils voient que, bon, qu'il y a ça comme celle-là, la Hongrie refuse de faire front commun, on se permet de l'exclure de l'Union européenne ou d'imposer des sanctions ou de bypasser son vote. Ouais, Et il y a d'autres pays qui vont se dire, ouais, ben, la prochaine fois, ça va la peut-être être prochaine nous, fois. là, Oui, qui va oui, en c'est payer le sûr. prix. Puis là, à un moment donné, le lien de confiance qui existe entre les partenaires européens, c'est facile, là. Ça peut se rompre extrêmement facilement, extrêmement rapidement lorsqu'on commence à mettre en place des décisions comme celle-là. Puis, en tout cas, puis ben c'est ça, l'autre chose aussi, c'est 200 000 hommes. Je disais 200 000 hommes que Zelensky voudrait avoir pour on appelle ça la future ligne de démarcation entre la Russie et son armée. Initialement, il voulait avoir des soldats européens déployés avec de l'armement lourd, des chars d'assaut, de l'artillerie, des lanceurs de missiles à moyenne portée. Évidemment, la Russie a refusé parce que, à quelque part, c'est comme faire indirectement ce que la Russie ne veut pas que l'OTAN, l'Union européenne fasse directement, c'est-à-dire que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Parce que si Voilà. vous avez 200 000 soldats qui sont armés jusqu'aux dents, avec des lanceurs de missiles qui peuvent frapper presque jusqu'à Moscou, avec des centaines et des centaines de chars lourds, mais on s'entend que dans l'éventualité d'une nouvelle attaque de la Russie sur l'Ukraine, ben ces soldats-là vont être directement exposés au Oui, feu ben c'est russe. la guerre. C'est la C'est, guerre OTAN-Russie, ben oui, qui c'est ne dit ça. pas Donc, son nom, mais c'est ça que c'est. ben oui, donc c'est évidemment que les Russes ont refusé une proposition comme celle-là. Et c'est la raison pour laquelle ils insistent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques semaines, Vladimir Poutine insistait, s'il y a des soldats étrangers qui se doivent d'être déployés en Ukraine, ça ne sera pas des pays membres de l'OTAN. Ça ne Voilà. pourra pas être des pays membres de l'OTAN. Il va falloir que ce soit Et des pays de toute non façon, alignés, mais que des de pays toute, non alignés soient en mesure de déployer des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Euh, c'est une lourde tâche. Tu me oui, disais que, ben, on serait sur une autre configuration, ben oui, c'est-à-dire les Nations unies décident d'une mission de maintien de la paix, puis pour décider, ben, il ne faut pas que la Russie et la Chine mettent leur veto. Donc, ça veut dire que la Chine et la Russie mettraient leurs conditions d'une force de maintien de la paix en Ukraine. Et en général, les forces de maintien de la paix ne sont pas robustes, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas avec tout le matériel militaire ah d'une non, c'est ça. armée, parce que sinon, ce serait une C'est à mascarade. l'encontre de la logique des casques bleus qui D'abord, il y sont a pas là pour faire la du guerre. maintien de la paix, Ouais. mais aussi, ça serait une opération de l'OTAN déguisée. Donc, et de toute façon, je pense qu'il faut revenir à la base. La défense européenne, ça n'existe pas pour l'instant. Donc, rassembler 200 000 hommes, c'est peut-être beau sur le papier, mais encore faut-il les amener sur place et les diriger C'est ça. et les financer. Je pense que tu vas nous en parler. Ouais. Euh, c'est la grande inconnue. Ben oui, c'est un commandement unifié. Vous voulez pas avoir 27, 30 généraux qui commandent leurs troupes Voilà. individuelles puis qui ont un droit de veto sur les opérations que les autres généraux veulent mettre en application. Et ça pourrait Euh, arriver. oui, ben oui, c'est ça. Donc, puis personne en Europe, la France par exemple, accepterait jamais que ses soldats soient placés sous commandement estonien ou danois, là. Il y a Ouais. encore un fond gaulliste en France, là, puis ma foi, ça passerait tout simplement pas, là. Ah oui, ça serait Donc, eux. C'est eux qui dirigeraient ou bien ils ne est-ce voudraient que pas y les, aller. ouais, est-ce que les Allemands accepteraient que leurs soldats soient placés sous commandement français en Même pas retour? sûr que les Allemands voudraient retourner en Ukraine. Hein? Oui, tu vois, c'est ça. Il y a un Donc, passé, là. tout ça, c'est comme depuis 3 ans, c'est des belles paroles. On comprend pourquoi là, l'Europe là, s'est lancée dans cette opération-là, mais là, maintenant, on a l'impression que depuis 3 ans, ils se sont peinturés dans le coin. Puis là, ils sont plus capables de s'extraire du piège dans lequel ils se sont placés eux-mêmes. Puis là, ils doivent continuer à tout prix avec organiser des rencontres, des sommets, puis signer des documents, des déclarations, faire preuve là, de cette bonne volonté-là de continuer à combattre l'Ukraine. Puis ça a pour effet, puis c'est un peu plate de dire ça, mais ça a pour effet de transformer Zelensky en mascotte.
Alors, auparavant, il y a 3 ans, c'était un chef de guerre, il était reconnu comme ça, on le comparait à Churchill. Mais là, c'est devenu quelqu'un que les chefs d'État occidentaux se permettent de trimballer à gauche et à droite, à la limite sur le tapis rouge du Festival de Cannes, pour s'afficher avec lui parce que ça contribue à alimenter leur bonne conscience. Et puis, c'est le symbole par excellence là, de la lutte contre l'oppression, la tyrannie. Il y a quelque chose là d'un petit peu triste dans ce qui est en train d'arriver à Zelensky. Peu de personnes auraient pensé ça il y a 3 ans. Là. Voilà. Écoutez, moi, je veux vous parler de quelque chose. Je vous invite à écouter l'entrevue qui a été accordée il y a quelques jours, c'est sur YouTube, par le général François Lecointre. François Lecointre, ça a été le chef d'état-major des armées françaises de 2017 jusqu'à 2023, Oui, c'est 2024, possible. Oui. jusqu'à tout récemment. Et il a accordé une entrevue, il aborde différents sujets, le droit de la guerre, la relation entre les généraux, les militaires et les politiques, mais il discute aussi d'une question extrêmement, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il en discute dans son entrevue pendant à peu près 3 ou 4 minutes, mais c'est vraiment profond ce qu'il nous raconte, et c'est la relation que les Européens entretiennent avec la guerre. Et puis, tu sais, pour la petite histoire, le général Lecointre, c'est pas n'importe qui. En 1995, il était déployé en Bosnie-Herzégovine, Oui. et puis il était capitaine à l'époque. Et puis les Serbes les troupes françaises contrôlaient le pont à Sarajevo. Il y a beaucoup de ponts à Sarajevo, Oui. mais ils contrôlaient le pont de Verbania. Et puis les Serbes ont décidé d'attaquer le pont, puis ils ont fait prisonnier les soldats français qui s'y trouvaient. Et c'était des casques bleus, donc ils ont pas riposté, ils se sont laissés faire prisonniers. Et puis à l'époque, c'était Jacques Chirac qui était nouvellement élu, qui avait nouvellement été élu président de la France et avait dit non, c'est hors de question que la France se fasse humilier de cette façon-là. Et il avait donné l'ordre aux armées françaises sur place de reprendre le pont par la force. Et puis c'était le général Lecointre, qui était capitaine à l'époque, comme je disais, qui avait été placé en charge de l'opération. Et puis c'est la dernière charge à la baïonnette de l'histoire de l'armée française. Donc ils ont repris le pont aux Serbes par la force, à la baïonnette. Puis évidemment, il y a une partie de son entrevue où on lui pose la question, ça fait quoi de tuer un homme? Et puis, c'est la première question qu'on lui pose dans l'entrevue, puis il dit, ouais, tu commences fort hein, avec une question comme celle-là. Puis là, il explique comment on se sent alors qu'on sait qu'on va passer à l'assaut puis qu'on va enlever la vie de quelqu'un. Pas avec un tir d'artillerie en tuant quelqu'un qui est à 75 km plus loin qu'on verra pas. Là. C'est tuer quelqu'un en le regardant au corps à corps, en le regardant droit dans les yeux, puis en lui enfilant dans le ventre sa baïonnette. Donc, il parle de tout ça, puis par la suite, comment est-ce que tu peux revenir à la vie civile auprès de ta femme, de tes enfants, puis de leur expliquer comment tu as pu être transformé en l'espace de quelques minutes en être ignoble, absolument abject, là. Et puis, il dit, malheureusement, c'est ça qu'on doit accepter dans la guerre. Puis on s'imagine toujours qu'il y a une noblesse. Puis moi, si un jour je suis déployé sur les champs de bataille, tu sais, je me comporterai jamais comme un animal, alors que c'est pas le cas du tout. Il faut accepter que l'homme à la guerre est transformé en animal. Et lorsque la guerre se termine, il doit revenir à la vie civile, mais en sachant pertinemment jusqu'à la fin de ses jours que à n'importe quel moment, il pourrait retomber dans ce pattern-là et de devenir littéralement un assassin. Dans le cas de la guerre, on pardonne la mort de l'ennemi parce que on enrobe ça avec l'idée de la légitime défense, donc c'est acceptable, c'est permis, puis même si on le fait, on se fait donner une médaille. Alors qu'évidemment, dans la vie civile, vous amènerait directement en prison. Mais donc, ce qu'il disait, c'est que il dit l'Europe en ce moment est confrontée à ce grave problème-là, et c'est le problème du déni de la guerre. C'est que l'Union européenne, depuis sa fondation, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne s'est bâtie sur le principe de la paix perpétuelle. C'est l'idéal d'Emmanuel Kant de la paix perpétuelle qui a enfin été réalisée lorsque l'Union européenne a été créée. Puis l'idée, c'était on va créer d'abord un grand marché entre les pays membres et c'est par la coopération économique va faire en sorte de rendre impossible le recours à la guerre parce que si on se fait la guerre, on aura trop à perdre sur le plan économique. Donc, c'est un petit peu ça la thèse de Schuman, Jean Monnet et compagnie, de créer un système qui allait rendre la guerre en Europe impossible. Puis ça perdure depuis, ma foi, 70, 80 ans.
Et puis, donc, Lecoin dit, dans l'esprit de beaucoup d'Européens, la guerre, elle est impossible. C'est une notion qui ne fait plus partie de la psyché collective des peuples européens. Et ils ont de la difficulté en ce moment d'accepter que, ben oui, peut-être que la guerre est en train de frapper aux portes de l'Europe. Et là, le problème, c'est que non seulement l'Europe n'est pas matériellement parlant, elle n'est pas prête à faire la guerre. On sait, par exemple, l'armée française n'a même pas 200 chars d'assaut. Ils produisent de merveilleux canons, les canons César, mais c'est une œuvre d'art, cette affaire-là. Là. C'est fait à la main, ça prend des semaines, voire des mois pour produire un seul canon. Donc, l'idée qu'ils vont pouvoir se lancer dans une économie de guerre, puis recommencer à faire des centaines et des centaines d'obus par jour, puis construire des dizaines, voire des centaines de canons à tous les mois, matériellement, ils sont tout simplement pas là. Là. Puis est-ce qu'ils auraient la capacité financière aussi de pouvoir se lancer dans une économie de guerre comme celle-là? Encore une fois, pas sûr que c'est le cas. Mais aussi, ça c'est la dimension que le général Lecointre amène, c'est psychologiquement, les Européens ne sont pas prêts du tout là, à se lancer dans une guerre en Ukraine contre la Russie. Puis je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de pays occidentaux. Tu sais, vous vous souviendrez, lorsque les troupes canadiennes ont été déployées en Afghanistan, les sondages étaient très majoritairement favorables au déploiement de soldats canadiens en Afghanistan. Mais à partir du moment où vous avez commencé à avoir des soldats qui sont venus en quatre planches, des body bags. Des body bags avec le drapeau canadien sur le cercueil, l'opinion publique, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, s'est retournée contre la politique des gouvernements canadiens de l'époque et les gens ont commencé à demander le retour, le rapatriement des soldats canadiens. Écoutez, c'est malheureux, là, mais on parle de 158 soldats canadiens qui ont perdu la vie en Afghanistan. Là. En 20 ans. En 20 ans. On est loin je pense, pendant la Première Guerre mondiale, c'est 60 000 soldats canadiens. Deuxième Guerre mondiale, c'est 40 000. Donc, combiné, c'est 100 000 soldats canadiens qui ont perdu la vie. Là. Il suffit de quelques soldats qui ont été tués en Afghanistan pour que l'opinion publique juge que c'était soudainement inacceptable. Et puis là, les grands idéaux, on est en Afghanistan pour établir l'égalité entre les hommes et les femmes, établir une démocratie. Ça allait bien tant aussi longtemps qu'il n'y avait aucun soldat qui était tué, mais à partir du moment où des soldats commençaient à revenir dans des body bags, là, finalement, ces principes-là, ça peut attendre. Là. Donc, il y a ça aussi, cette dimension-là qui est extrêmement, c'est un facteur extrêmement important à prendre en considération. Puis, j'écrivais dans un livre récent, Homo Superstens, que le monde occidental est placé depuis 30 ans dans une configuration mentale où l'idéal qui guide la vie, c'est plus comme c'était le cas pendant la guerre froide où on avait un ennemi, c'était le communisme. Et c'est que cet ennemi-là mettait en place un système qui était contraire à la liberté individuelle. Donc, nous, ce qui définissait l'Occident, c'était la défense des libertés individuelles. Et puis, c'est le principe d'une vie qui est privée de sa liberté individuelle ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est le principe des colons américains au 18e siècle, quand ils se sont séparés de la Grande-Bretagne. Vous allez au New Hampshire, sur la plaque d'immatriculation, c'est « Live free or die ». Donc, vie libre ou meurt. Donc, une vie qui n'est pas libre, c'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Donc, ça générait, cette idée-là, ça générait un esprit de sacrifice. Les gens se disaient, si ma liberté, un jour, on essaie d'y attenter, écoutez, je vais me défendre parce que je sais très bien que si je perds ma liberté, je suis aussi ça vaut bien... pas la peine de continuer. C'est ça. Mais là, avec la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a perdu son ennemi. Qui lui permettait de se définir en opposition à ce que l'ennemi représentait. Et puis là, on a été dans un moment de flottement où on ne savait plus trop comment se définir. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans les années 90? Ça a été là, à la télévision, là, en direct. On a vu des gens se faire assassiner à coups de machette à Kigali, au Rwanda. On a vu des gens, des civils à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, se faire embarquer dans des autobus. Puis on connaît la suite. Donc, c'est comme si, à ce moment-là, le monde occidental avait découvert, par le biais de la télévision, on est tellement chanceux de vivre en Occident parce que nous, au moins, on court pas la chance de se faire assassiner dès qu'on sort de chez soi en traversant la rue par notre voisin qui décide soudainement, parce qu'on n'appartient pas au même groupe ethnique que lui, de nous trancher la tête à coups de machette ou de nous amener dans les bois puis nous tirer une balle de 9 mm en arrière de la tête.
Donc, ce qui est devenu l'ennemi de l'Occident, ça a été des régimes barbares qui tuaient ces gens. Donc, on en est venu à sacraliser la vie, la vie à tout prix, puis on est passé d'un système mental où le sacrifice avait une signification à une configuration mentale où il y a un déclin du courage. Et Mhm. l'idée, ce qui prédomine dans l'esprit des gens à tout prix, c'est de rester en vie à tout prix. Puis ça, ben, Oui. ça ne nous prépare pas psychologiquement à être obligé, un jour peut-être, d'être obligé de faire la guerre. Puis je me suis amusé à regarder les objectifs de recrutement de différentes forces armées occidentales, puis on se rend compte qu'il y a un énorme problème en matière de recrutement. Je vous donne Ah, des exemples. En Grande-Bretagne, ça, c'est les objectifs, les chiffres de 2024. Donc, la Royal Navy, qui a réussi à conquérir à peu près le monde entier là, à une certaine époque, en 2024, leur objectif de recrutement, c'était 4040 nouveaux marins. Ils ont est en mesure de recruter seulement 2450 marins. OK. Donc, leur objectif atteint à 60. L'armée britannique, donc les forces terrestres, ils ont atteint leur objectif un pourcentage de 64. Puis la Royal Air Force, ils ont atteint leur objectif de 70 Mhm. seulement. En France, ils doivent recruter à chaque année, c'est leur objectif de programmation, 16 000 hommes, 16 000 soldats par année. Puis là, leur objectif est atteint à 85. Donc, ils ont été en mesure, en 2024, de recruter entre 13 Ah 000 et ouais. 13 500 soldats. En Allemagne, il y a un recul. L'année dernière, il y a eu un recul dans les chiffres de recrutement de l'ordre de 7. En 2022, aux États-Unis, il y a 15 000 places dans l'armée américaine qui sont demeurées vacantes. Donc, seulement 75 des objectifs ont été remplis. Au Canada, ben, il y a un manque actuel de 13 500 soldats dans les forces armées. Puis l'objectif en 2029, c'est d'avoir 71 500 soldats dans la force régulière, puis 30 000 dans la force de réserve. Ouais. Donc, on est extrêmement loin. Donc, on Oui, peut se oui, poser la on a question, toujours été. Ça a toujours, toujours été un problème en ouais, Occident depuis une trentaine d'années. on peut se poser la question, Je te- pourquoi est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus cet idéal de sacrifice-là qui est important, l'idée de servir sa patrie, sa nation, son pays au risque de sa vie? Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont aussi avancé d'autres thèses. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est un pays qui se diversifie de plus en plus sur le plan multiculturel. Puis là, ben, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que des gens qui ont une génération ou deux générations à peine, leurs parents, grands-parents ont été assujettis au joug colonial britannique. Pourquoi est-ce que soudainement ces gens-là iraient défendre Mhm. la couronne britannique? Donc, ça, c'est une thèse qui a été avancée. On peut se poser la question, est-ce que c'est l'esprit de sacrifice qui est aussi en déclin? Les gens ne voient plus nécessairement d'intérêt à risquer sa vie, alors que globalement, quand même, dans les forces armées occidentales, les salaires sont quand même assez intéressants. Là. Je veux dire, les gens ne vont pas se faire trancher la gorge dans un coin perdu de la planète pour 35 000 par année. Là. Mhm. Les soldes, les salaires des soldats sont quand même assez intéressantes. Il nous Puis là, le reste plus problème que, beaucoup de temps, oui, oui. Jean-François. Puis là, le problème que la France est en train aussi de rencontrer, c'est que, oui, ils atteignent globalement leur objectif. Bon, ils sont short de 15 mais le problème, ce qui leur manque, c'est des techniciens informatiques, des gens qui vont être en mesure d'opérer Ah des oui, drones, la nouvelle oui. technologie. C'est là le problème, parce que ces gens-là vont Ben, ils avoir un sont bien meilleur ailleurs. salaire dans le Ben oui, privé où ils risqueront pas de se faire tuer. tout Fait à que, fait. mettez ensemble tous ces problèmes-là, puis clairement, matériellement parlant, psychologiquement parlant, l'Europe qui a des velléités guerrières est clairement pas prête là, à Oui, faire la guerre. oui. Bon, ben, mon Bon, ben, cher, c'était très intéressant. ouais. Ben là, on va passer. Restez avec nous parce qu'on a une entrevue avec l'auteur Corim de la semaine. Donc, écoutez, restez avec nous. On vous revient dans quelques secondes. Alors, bonjour à tous, de retour à cette deuxième partie de notre podcast. Aujourd'hui, comme c'est pratiquement la coutume, nous avons une invitée, c'est-à-dire une des personnes qui signe un article qui sera publié lundi le 31 mars sur le blog du Corim. Il s'agit de Yacine Zou, qui est doctorante au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle se spécialise dans l'influence de la Chine
en Asie du Sud-Est en particulier, mais parfois elle porte un regard sur le Canada, sur ses politiques commerciales et sur ses politiques en général. Et d'ailleurs, son texte portera sur la difficile mise en œuvre de la diversification économique et commerciale du Canada. C'est pas nouveau. Pierre Elliott Trudeau, il y a 50 ans, a essayé de tenter de diversifier cette économie et ce commerce. Malheureusement, tout ça a échoué et nous avons continué euh, plutôt à signer des accords de libre-échange avec les États-Unis et plus tard avec le Mexique. Alors, Madame Zhu va nous expliquer pourquoi c'est si compliqué de diversifier notre économie et notre commerce. Donc, Yacine a 5 minutes pour présenter sa thèse et ensuite, nous allons lui poser une série de questions. Alors, Yacine, c'est à vous. Oui, d'abord, merci Jocelyn et Jean-François de m'avoir invité. C'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir présenter cet article dans votre balado. Mais avant de commencer de présenter mon article, j'aimerais bien un peu présenter le contexte dans lequel j'ai écrit cet article-là. Parce que comme Jocelyn a présenté, en fait, de base, je ne fais pas mes recherches sur les politiques canadiennes. Je fais plutôt les recherches qui portent sur l'Indo-Pacifique et qui Oui. portent sur l'influence numérique de la Chine en Asie du Sud-Est et puis les réponses de ces pays face à la Chine. Mais ce qui m'a également incité à écrire cet article, c'est vraiment par déjà l'empathie et la solidarité envers le Canada, envers les Canadiens et les Canadiennes, mais aussi par l'indignation envers ce que l'administration Donald Trump a imposé au Canada. Donc, dans la première partie de l'article, mon idée, c'était vraiment de montrer que, bien sûr, aujourd'hui, on peut être surpris des tarifs que les États-Unis ont imposés au Canada, mais c'est pas la première fois et ce serait sûrement pas la dernière fois que les États-Unis nous trahissent ses alliés. Parce que déjà, comme vous avez déjà mentionné, dans les années 70, sous la présidence de Nixon, déjà les États-Unis ont abandonné ses alliés et presque le monde entier qui ont fonctionné sous le système de Bretton Woods en suspendant la convertibilité de dollars en or et qui revient justement à abandonner le système de Bretton Woods, mais également en 2018 sous Justin Trudeau. Les États-Unis ont également imposé les tarifs à l'encontre des produits d'acier et d'aluminium du Canada. Donc, la première partie, c'est vraiment comme un clin d'œil dans le passé, dans la relation entre les États-Unis et le Canada pour montrer que ce ne sera pas la dernière fois que les États-Unis imposent des tarifs et menacent le Canada. Et donc, c'est vraiment un moment très important, je pense, dans les politiques étrangères du Canada de s'engager ou continuer de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de réduire sa dépendance envers les États-Unis. Et ce qui m'emmène justement dans la deuxième partie de mon article de parler de l'importance de l'Indo-Pacifique et sur lequel je fais beaucoup de recherches parce que en fait, en Indo-Pacifique, surtout dans les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'en fait, l'Asie de l'Est, on connaît déjà très bien, il y a la Chine, la Corée, le Japon. Mais en Asie du Sud-Est, c'est une région qui est assez peu connue auprès des Occidentaux, auprès des Canadiens, mais c'est une région en forte industrialisation. Ils ont beaucoup de besoins en termes d'investissement dans les infrastructures, dans le secteur numérique, mais aussi beaucoup de demandes en termes de ressources naturelles et en quoi les Canadiens sont très forts, par exemple le gaz naturel liquéfié, mais aussi le lithium et le cobaye. Et les Canadiens peuvent jouer un rôle très important, justement, pas seulement de son côté pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement envers l'Asie, mais aussi recevoir beaucoup des produits manufacturiers du côté de l'Indo-Pacifique. Donc, c'est une région en forte croissance, en forte industrialisation, qui cherchent ardemment des investissements et des ressources naturelles. Et donc, le Canada peut vraiment jouer un rôle très important et constant dans cette région et en même temps réduire sa dépendance envers son voisin du Nord. Très bien. Ben, écoutez, merci pour ce résumé très succinct de votre article. Maintenant, on se pose toujours la question, euh,
pourquoi le Canada n'arrive pas à diversifier son économie et son commerce? Est-ce que c'est la géographie qui impose cela? Est-ce que ce sont les relations quasi personnelles entre les Canadiens et les Américains, entre les gouvernements canadiens et les gouvernements américains? Est-ce que c'est la structure même de l'économie nord-américaine qui fait en sorte que depuis 50 ans, on n'arrête pas de parler de toujours la même chose et on n'aboutit pas. Alors, avez-vous quelques éléments de réponse là-dessus? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a tous les éléments dont vous avez parlé tout à l'heure dans cette, on va dire, dans cette dépendance de plus en plus, ou peut-être interdépendance de plus en plus accrue entre les États-Unis et le Canada, parce que déjà de base, les États-Unis étaient toujours un bon voisin dans la plupart du temps, étaient un bon voisin du Canada. Et c'est compréhensible que le Canada veut garder cette relation commerciale ou culturelle parce que culturellement, ces deux pays sont assez très proches, mais aussi géographiquement très proches, veut garder ce lien avec les États-Unis et aussi les infrastructures, parfois par exemple l'exportation des ressources du gaz et du pétrole, les infrastructures sont déjà mises en place. Donc, on peut parler d'une sorte de chantier de dépendance. Donc, une fois les infrastructures sont déjà mises en place, c'est très difficile de changer son partenaire du Mhm. jour au lendemain. Donc, c'est vraiment maintenant avec l'administration de Donald Trump et aussi ce changement de cap, même au niveau du régime politique aux États-Unis, qu'on a vraiment cette reprise de conscience de l'importance de la diversification et de la réduction de dépendance envers les États-Unis. C'est pas un choix facile, c'est pas un choix, on va dire, naturel, parce qu'aujourd'hui, les commerces internationaux se font principalement dans la région. Même en Asie, leurs plus grands partenaires sont souvent des pays dans la région. Donc, c'est Oui, pas normal pour que le Canada garde ses liens forts avec les États-Unis avant ce changement de cap par Donald Trump. OK. Mhm. Jean-François? Oui, ben là, on sait que la Chine a aussi imposé des tarifs au Canada. Est-ce que c'est possible de nous préciser quels domaines précisément sont affectés par ces tarifs-là? Par exemple, il y a quelques années, lorsque le Canada avait procédé à l'arrestation de la vice-présidente, je crois, de la compagnie Huawei. Donc, je pense que la Chine avait imposé des tarifs sur l'importation du porc canadien. Euh, Surtout les produits agricoles du Oui, Canada. donc, canola. le canola, donc, Canola, c'est ça a ça. fait extrêmement mal au Canada à cette époque-là. Et est-ce que c'est possible de nous préciser on sait beaucoup quels sont les impacts des tarifs que Donald Trump veut imposer au Canada, mais quels peuvent être l'impact des tarifs que la Chine a déjà imposés et risque peut-être aussi là, d'imposer dans un avenir plus ou moins rapproché? Oui, bien sûr, comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est plutôt dans le secteur agricole. Mais bien sûr, ça va beaucoup faire mal au Canada, mais il faut toujours se rappeler qu'en Asie, il n'y a pas seulement la Chine. Bien sûr, la Chine constitue un très grand marché. Mhm. Et déjà, en Asie de l'Est, on a également la Corée et le Japon. Ce sont des pays à qui on peut faire confiance, mais également des marchés en pleine croissance en Asie du Sud-Est. Donc, la Chine, on peut dire, c'est un peu comme les États-Unis version autocratique. On ne peut pas tellement prédire ses actions et ses comportements. Mais avec les pays partenaires à qui on peut faire confiance, je pense qu'il faut plutôt recommander la coopération avec ces pays-là. Plutôt, on va dire avec le même mindset. En anglais, on dit ça. OK. Mais donc, la proportion du commerce entre le Canada et la Chine, ça représente à peu près quel pourcentage? Parce qu'on, dans le cas des relations canado-américaines, c'est de l'ordre de quoi, 75% à peu près, Oui, ou aux oui. alentours de. Ça correspond à quel pourcentage à peu près le commerce entre le Canada et la Chine? Est-ce En que fait, c'est si important que ça? la Chine constitue quand même le plus grand partenaire en Asie avec le Canada, mais le pourcentage, je ne suis pas tout à fait sûre sur le pourcentage. C'est le deuxième partenaire commercial du Canada. OK. Alors, on est Oui, à peu près à Hmm. 3 ou 4% de notre commerce avec la Chine et 7 ou 8% avec l'ensemble de l'Europe. Puis ensuite, il y a les autres pays. C'est sûr qu'à partir du moment où tu as 75% de ton commerce avec les États-Unis, il ne reste plus grand-chose pour le reste de la planète. Donc, c'est 3 à 4 pour la Chine. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 20 de nos échanges en ce moment qui sont vraiment ouverts, qui font pas face à des tarifs.
pour l'instant. pour l'instant. Mais Les- je voulais revenir à le fait qu'on a de la difficulté à diversifier notre économie. On peut comprendre, et notre commerce, on peut comprendre qu'en 1972-74, lorsque Pierre Elliott Trudeau a lancé cette idée de diversification, c'était assez compliqué de diversifier au-delà, bon, il y avait les États-Unis, bien sûr, mais au-delà de l'Europe. D'abord, la Chine, entre guillemets, n'existait pas en tant que grande puissance ouais. économique. Donc, on Mhm. n'avait pas vraiment euh, cet Les- horizon-là. on n'avait pas les yeux tournés, ouais. On n'avait pas les yeux tournés là-dessus. Le Japon, bien sûr, était en train de monter. Il y avait les tigres asiatiques, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie. Mais tout ça était en train de naître. Ce qui fait que peut-être que les gens d'affaires canadiens se disaient, nos seuls vrais partenaires commerciaux, ils sont aux États-Unis et en Europe. On était bien engagé dans une relation très confortable avec les États-Unis. Il s'agissait maintenant d'aller voir d'autres marchés. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, la donne est complètement différente et on continue malgré tout à privilégier le marché américain. C'est très difficile de sortir de ça, Yaxine. Oui, en effet, parce qu'en fait, avant l'administration de Donald Trump, je parlais beaucoup de la chance du Canada, mais finalement, c'est turn out plus tard parce que moi, je me suis dit quand même, c'est assez chanceux d'être à côté de la plus grande puissance, alors que cette plus grande puissance est un régime démocratique avec qui le Canada partage des valeurs démocratiques. Donc, il n'y a pas tellement de risques, justement, même malgré cette dépendance envers les Ouais. États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, un changement majeur, même au sein des États-Unis. Donc, oui, c'est un choix très difficile pour le Canada, mais c'est quelque chose que je pense que le gouvernement canadien doit mener à bien parce que sinon, le Canada sera toujours à la merci des États-Unis. Mhm. Vous avez écrit dans votre article qu'il y a plusieurs pays d'Asie qui devraient être ciblés par le Canada pour justement diversifier ce commerce. Vous parlez de la Malaisie en particulier, l'Indonésie, je crois, peut-être aussi le Vietnam. Euh, Qu'est-ce qui devrait nous attirer dans ces économies qui sont non seulement émergentes, mais qui sont en train de prendre une place importante? Je crois que l'Indonésie vient d'adhérer au BRICS il y a quelques semaines. Et donc, il y a là-bas 4 milliards d'habitants qui sont en train de façonner le monde de demain. Oui, en fait, c'est ce qui sont partagés dans les pays dont vous avez mentionné, que vous avez mentionné, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, ce sont des très grands marchés. Et en même temps, ils demandent beaucoup d'investissements actuellement, notamment dans le secteur numérique. Et dans ce secteur, le Canada veut apporter une expertise de haute technologie dans ce domaine, mais également en Indonésie particulière, parce que l'Indonésie, il y a des grandes mines de nickel Ouais. et dont justement la majorité justement de ces mines sont exploitées par les Chinois avec les normes environnementales assez désastreuses. Et dans ce domaine de l'exploitation minerais, le Canada peut également apporter ces normes environnementales et ces expertises pour justement concurrencer les Chinois. Donc, en gros, pour ces pays, même s'ils représentent une hétéroclite assez large d'une économie à une autre, mais notamment la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour, ce sont des pays qui regroupent le plus grand potentiel économique et qui ont une plus grande besoin d'investissement et qui ont également de potentiel démocratique qui peut justement profiter des ressources naturelles du Canada et de son expertise. Mhm. Et, et aussi, comme vous avez mentionné tout à l'heure, le Canada a une très peu présence dans ces régions-là, malgré la signature, la publication de la stratégie d'Indo-Pacifique en Ouais. 2022. Le Canada doit augmenter davantage sa présence dans la région. Parce que juste ces pays-là, c'est presque 500 millions d'habitants. Et Mhm. donc, est-ce que nous avons au Canada quelque chose à leur vendre au-delà des produits agricoles, par exemple? Oui, justement, les ressources naturelles, le GNL, le gaz naturel liquéfié, c'est quand même un très grand atout pour le Canada. OK. Mhm. Mais lorsqu'on parle de cette région-là, ben, en fait, je trouve ça intéressant, c'est fascinant parce que
Ça me rappelle un peu ce qu'on parlait au 19e siècle dans la région où j'habite, en Asie centrale, l'Afghanistan, où c'est une zone de tension entre l'Empire russe puis l'Empire britannique. Donc, on utilisait l'expression à l'époque du grand jeu entre les différentes puissances qui essayaient de s'accaparer, de s'installer dans cette région-ci. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, en 2025, qu'il n'y a pas un peu l'équivalent d'un nouveau grand jeu, mais entre la Chine, qui essaie de mettre, entre guillemets, prendre le contrôle de ces pays-là, mais vous avez en même temps aussi les États-Unis qui sont aussi très présents. Si je ne m'abuse, il y a quelques années, je crois que c'est sous l'administration Biden, les Américains ont fait du Vietnam un partenaire stratégique. Ils leur ont aussi promis la vente de chasseurs F-16. Alors, lorsqu'on se replace dans l'histoire, il y a à peine Ah 50 oui, ans, ça a été c'est complètement ironique. impossible de penser à une relation comme celle-là. Donc, il semble vraiment que les États-Unis semblent, en tout cas, essayer de s'installer dans la région parce qu'il y a aussi beaucoup de terres rares, au Vietnam en particulier. Donc, est-ce qu'il est en train de se dessiner une espèce de grand jeu dans cette région-là, de l'Indo-Pacifique, très similaire à ce qu'on a vécu au 19e siècle en Asie centrale, en Afghanistan? Puis si c'est le cas, qui a l'avantage? Est-ce que c'est plutôt, à l'heure actuelle, est-ce que c'est davantage les Chinois? Est-ce que c'est davantage les États-Unis? Et dans ce contexte-là, est-ce que le Canada peut réellement espérer être un acteur, probablement pas un acteur majeur, mais peut-être un acteur secondaire ou même peut-être à la limite tertiaire? Oui, je pense que déjà la raison d'Indo-Pacifique, et c'est pas pour rien que le Canada en 2022 a publié la stratégie d'Indo-Pacifique, c'est parce que c'est une tendance internationale. Il n'y a pas seulement le côté canadien, mais aussi en Europe, aux États-Unis, depuis notamment la présidence de Obama, de Barack Obama. Il a aussi à ce moment-là déjà publié le pivot vers l'Asie. Donc, on est d'accord que c'est une région qui regroupe beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup d'enjeux internationaux dans les années à venir. Mais bien sûr, le Canada n'est pas un acteur majeur dans la région, mais je pense qu'il peut augmenter sa présence dans la région pour constituer ce qu'on appelle une alternative aux Chinois, aux Américains, parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de débat là-dessus. La Chine constitue le partenaire le plus présent dans la région parce que Ouais. l'ASEAN, donc l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, demeure le plus grand partenaire. Je pense qu'il est devenu en 2021, depuis la COVID, le premier partenaire de la Chine, mais depuis déjà presque 9 ans que la Chine est toujours le premier partenaire de l'ensemble des Ouais. pays du sud-est asien. Donc, c'est sans aucune contestation que la Chine est le plus grand partenaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour les autres pays. Parce que Mhm. la Chine, on le connaît bien, même si c'est un pays qui peut avoir beaucoup de ressources économiques pour investir, mais ça reste toujours un régime autoritaire Hmm. et il y a toujours des normes qui sont pas tellement en conformité avec les pays dans la région. Et aussi, ces pays-là, eux, ils ont peur d'une dépendance excessive envers la Chine. C'est pour ça Mhm. qu'ils demandent également la présence des autres pays, notamment les pays occidentaux, pour pouvoir faire contrepoids à la Chine. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de voir, les États-Unis, qui ont quand même surpris pas seulement ses alliés occidentaux, mais aussi les pays dans la région, on commence à se demander est-ce qu'on peut encore faire confiance aux Américains. Ouais. Je pense que justement dans le contexte actuel, le Canada peut se distinguer des États-Unis parce qu'avant, en Asie, j'ai l'impression, je ne veux pas généraliser, mais j'ai l'impression quand même que pour nous, il n'y a pas tellement de différence entre les Américains et les Canadiens parce que vous êtes très proches, vous êtes des alliés, vous êtes très proches également géographiquement. Mais je pense que c'est le bon moment pour le Canada de se distinguer de ces Mhm. Américains, de Mhm. présenter ses propres normes, ses propres manières de faire les choses, Ouais. de bonnes pratiques et de bonne gouvernance. Ouais. Je voudrais amener quelque chose dans le débat. Je me souviens, il y a quelques années, dans Foreign Affairs, je crois que c'est le premier ministre de Singapour qui avait dit, en particulier aux Américains, mais ça s'adressait aussi aux Chinois, ne nous obligez pas à choisir entre vous deux. Et ça voulait dire, nous voulons faire notre propre politique étrangère qui est essentiellement basée pratiquement sur le multi-alignement, qui ressemble un peu à la politique étrangère indienne. Et ça m'amène au deuxième point qui est que ce à quoi nous faisons face dans cette région, c'est l'émergence de puissances qui sont en mesure de s'autonomiser par rapport aux grandes puissances.
l'appartenance aux BRICS en est un exemple, mais le fait que ce premier ministre dise ne nous obligez pas à choisir entre vous, me semble-t-il, est un changement assez draconien par rapport à il y a 20 ou 30 ans où on comptait beaucoup sur l'alliance avec les États-Unis. Et donc, on voit que dans cette région, oui, il y a ces puissances, mais des puissances qui veulent garder leur indépendance et leur autonomie et qui sont en mesure de défendre cette autonomie à cause de leur poids économique et démographique. Oui, justement, en fait, même pendant la guerre froide, les pays de cette région ont toujours suivi une approche de non-alignement. Et OK. aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur cette région, sur leur politique étrangère. Dans la littérature, on parle plutôt de hedging, dans le sens que on ne prend pas la position, on ne fait pas partie de n'importe quel camp idéologique ou politique, on est Mhm. justement pragmatique. On profite de l'Ouest, mais aussi de l'Est, mais l'important, c'est de subvenir à nos propres besoins, à nos propres intérêts. Oui, Souvent, on parle du pragmatisme. Mm. oui. Mais est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que ce pragmatisme-là peut perdurer disons, au cours des 5 prochaines années ou ultimement, dans la situation vers laquelle le monde semble vouloir se dessiner, est-ce que ultimement ces pays-là qui font, ici, en fait, ici au Kazakhstan, on appelle ça du multivectorisme, c'est exactement la même chose, du hedging. Il y a beaucoup de gens qui disent, on est conscient que cette politique-là ne pourra pas perdurer éternellement parce que les choses sont en train de changer, puis qu'à un certain moment, il va falloir qu'on s'aligne, que ce soit volontairement ou non. Mais d'ici là, essayons d'en profiter le plus possible. Si on a des ressources naturelles qui sont en demande, c'est le moment d'en profiter, mais malheureusement, ça pourra pas durer encore très longtemps. Oui, je pense que si ces pays-là, ces petits ou moyennes puissances, ont ce choix de pragmatisme de choisir entre l'Ouest et l'Est, c'est parce que tous ces pays-là sont présents dans la région. Donc, je pense que si un jour, il n'y a plus le Canada, il n'y a plus l'Union européenne, il n'y a plus ces pays démocratiques qui représentent quand même un poids dans la région, ces pays-là, en Asie du Sud-Est, ils n'auront pas le choix de s'aligner avec la Chine. C'est, c'est pour cela que c'est important pour les autres pays d'être à la région, de s'ancrer dans la région et de présenter un contrepoids face à la Chine. Sinon, ces pays-là sont trop petits pour faire face commun face à la Chine. Ouais. Ben, écoutez, Yacine, merci beaucoup. C'est pas mal tout le temps que nous avons ce matin. Alors, c'était très intéressant de vous écouter sur cette question. Puis, Voilà, oui, merci. c'est ce Ben, qui met fait à notre émission, Jean-François. oui, ben c'est ça, c'est déjà la fin du 28e épisode. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, ben, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour le 29e. Puis écoutez, d'ici là, s'il vous plaît, aimez le vidéo, partagez-le amplement sur vos réseaux sociaux. Vous savez, c'est important d'entretenir, de nourrir l'algorithme. Alors écoutez, sur ce, on vous souhaite une agréable semaine, puis on se revoit dimanche prochain. Au revoir.